ضرب أي أهداف في سوريا هو استهداف لكل محور المقاومة. Israel is always blamed. We are used to be blamed for any activities in the region, and this is the case. Of course, because of threats on behalf of Hezbollah, we should be ready. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 28 janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures d'actualité, 2 heures de direct. Donc voici tout de suite le programme. L'alerte rouge a une nouvelle fois retenti en Israël. Cette nuit également dans le nord cette fois. Hier, 2 roquettes ont explosé sur le plateau du Golan. Tzahal a riposté avec des tirs d'artillerie. Les habitants de la région ont reçu l'ordre de rester près des abris et l'armée de l'air israélienne a bombardé plusieurs cibles syriennes cette nuit. 6 mois après la guerre à Gaza, se dirige-t-on vers un nouvel affrontement avec le Hezbollah libanais? On en parle avec nos experts en plateau. Les djihadistes de l'État islamique chassés de Kobané par les Kurdes répliquent avec cet attentat hier matin qui vise un autre symbole, l'hôtel Corinthia de Tripoli, autrefois le pied-à-terre des diplomates et des responsables de gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire sur la stratégie de l'EI? Quelle réponse doit y apporter la coalition internationale? On posera la question dans cette édition. Et puis les Européens prêts à aider la Grèce. Oui, mais dans une certaine mesure seulement. L'Allemagne notamment, compte-t-elle aller jusqu'au clash ou infléchira-t-elle sa position à mesure que les sauces se resserrent autour de l'Europe? L'Europe justement est-elle au bord de la rupture? On pose la question à notre spécialiste. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans cette édition avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Ali Waqued, bonjour, spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous. Raphaël Yerushalmi, bonjour, ancien officier des services de renseignement militaire israélien. Maurice Fergan, bonjour Nathalie. Vous, bonjour. Et on va passer à la revue de presse. Alors, on va commencer cette revue de presse avec le quotidien Haaretz qui se concentre ce matin sur le Nigeria. Oui, une enquête du quotidien Haaretz sur le Nigeria où le correspondant du quotidien a constaté que là-bas, c'était la mort au quotidien. Alors, il est allé dans la ville de Maiduguri, une ville de plus d'1 million d'habitants au nord-est du Nigeria, au centre des combats entre les forces régulières et les djihadistes de Boko Haram. Les combats et la mort, dit-il, sont devenus quotidiens. Alors, on nous décrit le conflit au Nigeria en chiffres, 6 ans de guerre, 10 000 morts en 2014, 150 000 réfugiés et plus de 3 millions de personnes en situation humanitaire difficile. Boko Haram, c'est 9 000 combattants. Il contrôle 50 000 mètres carrés au nord-est du pays, soit près de 2 millions d'habitants. Le financement principalement par des rançons et des braquages de banques. Et voilà, alors quand on est journaliste, on a un peu le sentiment d'être des oiseaux de mauvais augure et de ne pas arrêter de donner de mauvaises nouvelles, mais on va s'intéresser également à Al-Arabi ce matin, qui s'est intéressé à l'université djihadiste irakienne. Oui, le camp de détention américain de Bouqa, près du port d'Umqsar, dans la région de Basra, en Irak. Il était décrit comme le camp le plus brutal dans le monde, construit par les Britanniques au début de l'occupation de l'Irak. Le camp était appelé Freddy. En 2003, les Marines américains en prennent le contrôle. Freddy est transformé en un gigantesque camp de détention, 40 km² et rebaptisé Bouqa. C'est le nom d'un sapeur-pompier tué dans l'attentat du 11 septembre. Le camp, à son apogée, pouvait contenir 24 000 détenus, pour la plupart des sunnites, parqués comme des sardines, et ils vivaient sous l'influence des imams. On peut dire aujourd'hui que tout le leadership des organisations djihadistes en Irak est passé par Bouqa. Hier, le camp a été démantelé par les autorités irakiennes. 40 000 appartements sociaux vont être construits sur le site. Ils sont destinés aux familles des victimes du terrorisme.
Et voilà, drôle de retournement de situation. L'UNRWA, à présent, en situation de cessation de paiement, on va dire, à Gaza. Bon, l'UNRWA, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés dans la bande de Gaza. Alors, l'UNRWA est effectivement en faillite. Elle ne verse plus les subventions à des dizaines de milliers de familles sans abri dans la bande de Gaza. 720 millions de dollars sont nécessaires pour l'aide aux foyers et à la reconstruction, nous dit l'agence palestinienne Wafa. Près de 96 000 familles sont en attente de cette aide dans la bande. Jusqu'à présent, ils n'ont reçu que 135 millions de dollars. Pour l'instant, 75 millions ont été distribués. C'est pas mal, dit le responsable de l'UNRWA, mais terriblement insuffisant. Rappelons qu'en octobre dernier, au Caire, les pays donateurs s'étaient engagés à fournir plus de 5 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et le Hamas, du coup, Ali Waked, qui pointe du doigt le Fatah, c'est la photo Fatah, tout ça. Oui, tout à fait. Ça prend toujours l'aspect de politique intérieure entre Fatah et Hamas. Le Hamas qui accuse le Fatah aussi d'arrêter le paiement à la compagnie d'électricité et accuse le Fatah, l'autorité palestinienne, d'être à la source de cette coupe d'électricité quotidienne à la bande de Gaza. Mais si jamais ça chauffe au nord et on entend des tentatives du Hamas de renouveler ses relations avec le Hezbollah, et si jamais les Iraniens avec les Européens n'arrivent pas à fournir un accord qui sera satisfaisant, tous les scénarios seront ouverts naturellement. Voilà, on vous a dit qu'on serait optimiste ce matin. Allez, on continue avec Israël. On parle d'Israël à présent. Le Yediot Ahronot qui titre ce matin sur cette guerre d'usure, finalement, c'est comme ça qu'il la qualifie, sur le plateau du Golan. Oui, Yediot Ahronot titre sur les tirs de roquettes d'hier sur le Golan en provenance de Syrie. Tzahal estime que le Hezbollah tente de modifier les règles du jeu face à Israël. Après les embuscades le long de la frontière, explique le quotidien, le Hezbollah est passé au tir de roquettes à partir du territoire syrien. Du point de vue de l'organisation chiite, les gains sont doubles. 1. Désorganiser la vie dans le nord d'Israël. 2. Éviter une riposte israélienne au Liban. Vous savez que le Hezbollah est fortement critiqué au Liban pour avoir entraîné le Liban dans la guerre avec la Syrie. Tzahal estime donc que le Hezbollah va se lancer dans une guerre d'usure sur la frontière israélo-syrienne. Alors voilà, on va en reparler dans quelques instants avec nos invités ici sur ce plateau. En tout cas, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer vendredi. C'est Lorient Le Jour qui s'y intéresse. Exactement, Lorient du Jour se pose la question, que va dire Hassan Nasrallah vendredi lors d'un discours où il est censé finalement prouver que c'est Israël qui a commis le raid sur la ville de Kounaytrin, un raid au cours duquel a été tué Djihad Mournier et un général iranien. Alors bien entendu, Nasrallah, affirme Lorient Le Jour, va insister sur le fait que le conflit est ouvert avec les sionistes et ce n'est pas l'engagement du Hezbollah en Syrie qui va détourner l'organisation de son rôle de résistant. Va-t-il rendre public les résultats de l'enquête, demande Lorient Le Jour, et expliquer comment les Israéliens ont su qu'une délégation d'officiers iraniens et du Hezbollah se trouvait dans le secteur. Autre question, pourquoi Kounaytra? Que faisaient là-bas les responsables du Hezbollah avec des officiers iraniens? Installer des rampes de lancement de missiles pour lancer une confrontation avec Israël, demande le quotidien. En tout cas, redonner du poids au président Assad, redorer le blason du Hezbollah et permettre à l'Iran d'imposer sa présence aux frontières d'Israël, affirme Lorient Le Jour. Voilà, Raphaël Ali, vous restez là, on vous posera toutes ces questions dans quelques instants, juste après s'être intéressé finalement à l'Iran et ce discours attendu au Congrès américain de Benjamin Netanyahou. C'est Israël Hayom qui en parle. Israël Hayom, mais c'est une affaire qui ne quitte pas la presse israélienne. Tous les quotidiens s'intéressent à ce discours qui n'a pas encore été prononcé. Et alors, le quotidien Israël Hayom, lui, met l'accent sur la suspension du projet de loi sur les sanctions par des députés démocrates. C'est la preuve que le discours de Netanyahou est plus important que jamais. Alors, les explications de Israël Hayom, certains sénateurs démocrates menés par Robert Menendez sont favorables, comme la majorité des républicains, à l'adoption d'une loi sur le renforcement des sanctions contre l'Iran, et ce, contre l'avis du président Obama, lui aussi démocrate, qui estime que ce projet porterait préjudice aux négociations en cours avec l'Iran. Alors aujourd'hui, Israël Hayom révèle que ces sénateurs démocrates ont écrit à Obama pour lui dire qu'ils suspendaient leur soutien au projet de loi, et ce jusqu'au 24 mars. Si à cette date, les négociations échouent, ils voteront la loi sur le renforcement des sanctions contre l'Iran, ce qui donne raison, affirme Israël Hayom, à Benjamin Netanyahou.
Et voilà, on en parlera en deuxième partie d'édition. Merci beaucoup Maurice, vous restez en notre compagnie. On va revenir sur ce qui s'est passé hier sur le plateau du Golan en début d'après-midi. On en reparle juste après, regardez. Il est 12h52 quand l'alerte retentit dans plusieurs localités du Golan. 2 roquettes tirées depuis la Syrie voisine se sont abattues en territoire israélien. L'une tout près d'un kibboutz, l'autre dans un terrain vague, sans faire ni blessés ni dégâts. Selon les médias arabes, 4 roquettes ont été tirées, mais 2 sont tombées en Syrie. Réaction immédiate côté israélien, les habitants de la frontière sont appelés à se rendre aux abris. Nous avons entendu la sirène, la situation d'urgence a été appliquée, les enfants sont rentrés dans les abris. Les vacanciers de la station de ski du Mont Hermon sont évacués. Nous avons commencé à skier et dès les premières minutes, on nous a annoncé qu'il fallait évacuer le site en raison de la situation sécuritaire. Les forces israéliennes et les pompiers se déploient autour des zones d'impact et l'armée riposte. Une vingtaine d'obus sont tirés vers le point de lancement des roquettes. Il s'agit de la riposte la plus importante vers la Syrie depuis des années. Une base militaire de Bachar el-Assad est touchée. Plusieurs militaires syriens seraient blessés, selon les médias arabes. Un peu plus tard, l'armée annonce que la vie peut reprendre normalement son cours dans la région du Golan. Normalement, ou presque, puisque les agriculteurs sont appelés à ne pas s'approcher des champs entre la route 98 et la frontière syrienne. La station de ski restera, elle, fermée au public jusqu'à nouvel ordre, y compris les routes qui y mènent, et les enfants ne se rendront pas à l'école jusqu'à ordre contraire. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne est en alerte maximale dans le nord du pays, après l'attaque d'un convoi en Syrie dans lequel se trouvaient plusieurs membres du Hezbollah, dont Jihad Mournier, ainsi qu'un haut gradé de l'armée iranienne. Le Hezbollah avait déclaré dernièrement qu'avec cette attaque, Israël avait franchi une ligne rouge et qu'il devait s'attendre à une réaction du mouvement terroriste. L'armée israélienne a d'ailleurs estimé aujourd'hui que le Hezbollah était à l'origine des tirs contre Israël. Pour l'instant, le calme est revenu dans le Golan et les régions du nord, mais les forces de sécurité israéliennes restent sur le qui-vive et prêtes à toute éventualité. Alors les forces de sécurité sur le qui-vive, l'aviation israélienne a bombardé cette nuit certaines cibles syriennes. On va en parler avec Mathias Inbar. Mathias, bonjour, vous êtes avec nous. On va reparler de ce qui s'est passé exactement cette nuit avec ces alertes, alors réelles ou pas, et puis ces bombardements de l'armée israélienne en Syrie. Oui, bonjour Nathalie. Écoutez, j'ai pu m'entretenir avec le responsable du site touristique du Mont Hermon, à savoir la station de ski, qui représente finalement le principal poumon économique de cette région où il y a énormément de chalets, énormément de gîtes touristiques. Et lui me disait effectivement que vers minuit 30 exactement, eh bien, une sirène a retenti dans les villages avoisinant la frontière avec la Syrie. Et lui, eh bien, après confirmation avec l'état-major, ou en tout cas le commandement nord de l'armée israélienne, il s'agirait d'une fausse alerte. En tout cas, l'information n'a pas été confirmée officiellement par l'armée israélienne qu'il s'agit d'une fausse alerte. En attendant, eh bien, immédiatement après cette alerte, des avions de chasse de l'armée israélienne ont bombardé des cibles spécifiques. Quand je dis spécifiques, eh bien, il s'agit de positions de l'artillerie syrienne, c'est-à-dire de l'armée de Bachar el-Assad, de l'unité 90 et le bataillon eh bien, de l'armement des blindés et de l'artillerie de Bachar el-Assad qui est positionné au nord dans la région en tout cas de Kounetra. C'est une région qui n'appartient pas, celle-ci, aux rebelles, uniquement à peu près 70 km le long de la frontière avec Israël. C'est la seule région d'ailleurs qui n'appartient pas aux rebelles. C'est cette région d'ailleurs dans laquelle eh bien, se promenait, disait-on à l'époque, Jihad Mournier, le fils de Iman Mournier, éliminé la semaine dernière avec le général iranien. C'est cette région que voulait embraser le Hezbollah et l'Iran qui souhaite eh bien, faire en sorte que cette région soit explosive. Merci beaucoup Mathias Inbar, reporter donc pour I24 News. Raphaël Yerushalmi, je me tourne vers vous avec cette question finalement. Quand il y a des tirs de la sorte, des tirs hier à près de 13h heure israélienne, comment savoir si ce sont des erreurs de lancement finalement entre les rebelles et l'armée de Bachar el-Assad ou si ils visaient concrètement Israël? Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Nul n'est devin au Proche-Orient, mais je pense que cet incident est un incident mineur, qu'il ne faut pas en tirer trop de conséquences importantes et à long terme. Il y a
Au contraire, je dirais que avec tout ce qui se passe aux frontières d'Israël en ce moment, nous sommes plutôt épargnés. Donc 2 obus qui atterrissent par erreur ou non par erreur sur le sol israélien, ce n'est pas grave. L'armée israélienne a répliqué tout de même. Elle a répliqué parce qu'elle pense que ça visait concrètement L'armée israélienne a Israël. répliqué d'une façon claire, pour un message qui est clair, d'une part à l'égard du Hezbollah, qui pourrait être tenté de tâter le terrain. Je ne pense pas que le Hezbollah soit prêt à une confrontation avec Israël. C'est son but, d'ici 1 an ou 2 peut-être, pas vraiment maintenant. Assad, par contre, lui, pourrait être tenté par un dérapage, une déviation de l'attention vers le conflit avec Israël. C'est comme ça qu'il faut la lire, cette attaque d'hier, Ali, selon vous, une façon pour Bachar el-Assad de changer l'attention, changer le focus? Je ne suis pas sûr que... je suis d'accord que le Hezbollah n'est pas prêt, ne veut pas pour le moment une confrontation avec Israël. Et je ne suis pas sûr non plus que les Syriens veulent cette confrontation, même si c'est seulement une tentative de dévier le conflit, de dévier l'attention. Mais sur le long terme, je suis d'accord. Il y a un arsenal du Hezbollah qu'Israël ne peut pas se permettre de coexister avec. Le Hezbollah, de l'autre côté, n'est pas intéressé à ce que la confrontation soit sur les frontières israélo-libanais. Le régime syrien... C'est pour ça qu'il déplace un petit peu finalement ce conflit et tire depuis la Syrie. C'est une nouveauté quand même. Ça se prépare depuis quelques mois. Même le régime syrien, même les plus modérés dans le régime syrien ont fait savoir que le plateau du Golan vont être libérés. Avant la chute de la Quneitra, les dernières parties de la Quneitra dans les mains des rebelles, le secrétaire national du parti Baath a été en visite chez les soldats du régime et a fait savoir notre but dans les mois à venir, c'est de libérer le Golan. Et malgré la guerre civile, le but reste de libérer le Golan. Alors Raphaël Yerushalmi a raison ou pas de s'inquiéter, de considérer cette guerre d'usure finalement dont parlait Maurice il y a quelques instants dans le nord d'Israël sur le plateau du Golan? Oui, il a raison de s'inquiéter parce qu'il y a un combat qui ne nous concerne pas directement, mais comme d'habitude, à la fin va nous concerner. Et donc, moi je pense que le partenaire dans ces conflits qui a le plus intérêt à chauffer la région, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda a tout à gagner de ces divisions qui sont en train de se créer au sein des 2 camps d'ailleurs, hein. Donc du camp Iran, Hezbollah, Assad, où il y a des divergences quand même d'opinion sur la stratégie adoptée, et évidemment dans le camp rebelle, où ça a toujours été la zizanie. Al-Qaïda, un de ses rêves, c'est de mettre la main sur les équipements du Hezbollah, sur les dépôts d'armes du Hezbollah. Or, il y a en ce moment une sorte de trafic de circulation entre le Liban et la Syrie. Donc énormément de troupes du Hezbollah, plusieurs milliers d'hommes qui viennent se battre en Syrie, d'autres qui vont même en Irak. D'un autre côté, il y a du matériel militaire syrien qui est planqué au Liban. Il y a aussi évidemment les sunnites qui essayent de porter la guerre, le conflit vers le Liban. Tout cela arrange les affaires d'Al-Qaïda. Alors voilà, cette frontière passoire dont vous parlez entre le Liban et la Syrie, est-ce qu'Israël est prêt à ce genre de nouvelles confrontations, de nouvelles donnes finalement? Israël est prêt, Israël se prépare depuis un certain temps. Je pourrais dire depuis au moins 6 mois, l'entraînement de Tsahal est tout axé sur la défense au nord. Donc il y a une préparation. Les attaques qui ont eu lieu maintenant sont des attaques plutôt cosmétiques, mais il y a certainement des points stratégiques qui immédiatement, dans les premiers jours d'un conflit avec le Hezbollah, seront détruits par l'armée de l'air. Il y a une préparation intense. Vous avez certainement remarqué sur les routes, ceux qui ont pris la route du côté du sud d'Israël, tous les tanks, tout l'équipement qui monte vers le nord. Il y a eu un appel de réservistes. Il y a une préparation, moi je dirais peut-être un petit peu dramatique de ce qui se passe au nord, mais un conflit va arriver. Alors la riposte du Hezbollah, elle va arriver. La question c'est pas est-ce qu'elle va arriver, c'est quand et comment, sous quelle forme finalement.
J'ajouterai et où. Je suis d'accord avec Raphaël Houchami sur le rêve d'Al-Qaïda, mais ce rêve aussi dicte la priorité de Hezbollah d'éviter ce rêve à devenir une réalité. C'est pour cela, en ce moment-là, Israël est écarté des priorités et d'Al-Qaïda et du Hezbollah. Al-Qaïda, son priorité, c'est de mettre la main sur les armes du Hezbollah. Le Hezbollah, sa priorité, c'est d'éviter ce projet d'Al-Qaïda et de continuer la transition des armes entre la Syrie et le Liban. Et c'est pour cela qu'Israël est écarté. Ceci dit, pour les Syriens, ils ont aussi leurs calculs. C'est vrai que leur calcul dépend aussi de la bonne volonté du Hezbollah et du soutien iranien, mais la Syrie, si le régime reste en place, le régime syrien est déterminé cette fois-ci de nettoyer de la table cette critique comme quoi le Golan a été les frontières les plus calmes depuis les années 70 entre Israël et un pays arabe, surtout un pays qui entoure Israël. C'est une critique que le régime Assad subit depuis le début de la guerre, civile. C'est pour cela le régime investit aussi des efforts à passer des armes sur les plateaux du Golan. Pareil pour le Hezbollah. Le Hezbollah avec les Iraniens était dans ce convoi qui a été bombardé, était là pour étudier des nouvelles installations des armes et des missiles dans cette région, ce qui signifie que les plateaux du Golan feront partie d'une prochaine confrontation entre Israël-Syrie, entre Israël et le Hezbollah. Alors est-ce que le choix du Hezbollah, éventuellement, Raphaël Houchami, ça va être justement cette guerre d'usure dont parlait Maurice il y a quelques instants, sans forcément utiliser beaucoup de moyens, sans forcément avoir recours à des moyens très sophistiqués, mais en tout cas user la population israélienne en premier plan? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que le Hezbollah va adopter cette stratégie. Je peux me tromper, évidemment. Je pense qu'il s'agira... Le Hezbollah ou d'autres, parce que finalement, on a bien vu qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'agents dans toute cette histoire en dehors d'Israël. Une guerre d'usure, ça demande un dosage extrêmement précis dont le Hezbollah n'est pas capable. Ils peuvent... en tirant même de simples obus atteindre une école. Et là, il n'y a plus de guerre d'usure, c'est la guerre. Donc, je pense que le Hezbollah agira contre Israël lorsqu'il se sentira prêt pour cette confrontation, ou qu'il en recevra l'ordre de Téhéran, de là-haut, et là ils agiront. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre d'usure, de même que les Israéliens ne sont pas intéressés spécialement par détruire toutes les 2-3 semaines un point stratégique ici ou là, ou bon, à l'occasion évidemment, si on peut tuer quelques dirigeants du Hezbollah, ça n'a jamais fait de mal à personne, mais dans le véritable conflit qui va avoir lieu, ça serait un conflit de grande envergure contre le Hezbollah, contre les dizaines de milliers de missiles. Et là, la stratégie du Hezbollah est très claire, c'est celle des Iraniens, c'est élargir le front. Le front juste du Sud-Liban, c'est un couloir très étroit. C'est très difficile d'opérer pour le Hezbollah juste sur ce front-là. Donc élargir en prenant aussi toute la frontière syrienne pour pouvoir déployer justement ces missiles. À mon avis, il n'y aura pas de guerre d'usure. Il y aura d'ici un an ou deux, malheureusement, d'après les estimations moins optimistes, vous vouliez être optimiste aujourd'hui, de Tsahal, d'ici un an ou deux, il y aura une confrontation avec le Hezbollah. Décidément, on ne sera pas optimiste ce matin, et on va élargir nous aussi notre spectre. On part un peu plus à l'est, en Libye, à Tripoli. Un commando terroriste s'est réclamé de l'État islamique. Il a pris d'assaut hier un grand hôtel de la capitale, une prise d'otages qui s'est terminée dans le sang. 5 morts, des étrangers pour la plupart, et 4 membres du commando qui se sont ensuite fait exploser. Les détails avec Léa Berdugo. L'assaut a été donné par 4 hommes armés. Quelques minutes auparavant, les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant l'établissement, tuant un garde de sécurité. 2 autres membres des forces sécuritaires ont été tués par balle. Selon un témoin, les assaillants auraient tiré au hasard lorsqu'ils sont entrés dans l'hôtel. Un responsable sécuritaire a annoncé que 5 étrangers ont été tués.
Pourchassés et encerclés au 24e étage de l'hôtel par les forces de sécurité, les assaillants se sont ensuite fait exploser, tuant ainsi une autre personne prise en otage. Quelques jours avant l'attaque, l'hôtel, connu pour accueillir des diplomates et des dirigeants libyens, avait reçu une menace les invitant à évacuer le bâtiment. Cet assaut a été revendiqué par la branche libyenne du groupe État islamique. Il intervient alors que la Libye est prise dans un conflit entre deux gouvernements parallèles, l'un reconnu par la communauté internationale et l'autre constitué par une administration rivale installée à Tripoli. La capitale a été conquise par Fajr Libya, une puissante coalition de milices, notamment islamistes. Le chef du gouvernement autoproclamé se trouvait d'ailleurs au sein de l'hôtel au moment de l'assaut, mais il a été évacué sain et sauf. L'État islamique avait déjà revendiqué plusieurs attaques en Libye, où règne le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Alors voilà, hier, l'État islamique, en tout cas, c'est ce que tous titraient, l'étau se resserrait autour de l'État islamique avec la perte de Kobané. Il semblerait, en tout cas, que l'organisation ait voulu montrer sa capacité de frappe dans la région. Est-ce que c'est le symbole de cette attaque d'hier en Libye? Je ne pense pas. Je pense pas. Je déconnecte pas ce qui se passe en Libye de ce qui se passe à la frontière avec la Turquie, la Syrie et la Turquie. Mais les ambitions de l'État islamique sont beaucoup plus large qu'une attaque ici ou une attaque là-bas. Les ambitions de l'État islamique sont des ambitions territoriales. Ils veulent former un État dans le maximum de territoire possible, dirigé par leur calife. Et ça, c'est le but. Moi, je parlais avec des experts ou des islamistes en Jordanie pour essayer de comprendre est-ce que la chute de Kobané signifie peut-être le début de la régression de l'État islamique. Et pour eux, c'était une chute tactique et que l'État islamique a réussi à libérer d'autres régions et en Syrie et en Irak et que l'État islamique, c'est pas la milice qui lance une attaque ici ou une attaque là-bas, mais c'est un État. Ils avertissent que l'État islamique veut se transformer en un État partout où il peut être. Ça, c'est ce qu'ils prétendent en tout cas. C'est ce à quoi ils veulent arriver. Écoutez, Nathalie, quand ils imposent leur système de taxation, quand ils imposent leur système d'éducation, quand ils organisent la circulation dans les endroits où ils se trouvent, ça donne un peu le goût d'un, je ne veux pas dire d'un État, mais d'un gouvernement qui a attention à rester pour longtemps et ne pas disparaître après une chute de cette ville ou de l'autre ville. Raphaël Yerouchalmi, est-ce qu'on risque de faire de l'EI une nébuleuse comme Al-Qaïda? C'est déjà fait. C'est déjà une nébuleuse et la même extension tentaculaire et invisible à travers le monde. Il y a des cellules de l'État islamique qui naissent par génération spontanée. Par Internet. Je ne suis pas sûr, par exemple, de ce qui a été fait en Libye, qu'un ordre soit venu spécifiquement d'Irak ou de Syrie. Je pense que c'est une émanation de l'État islamique. Reste à savoir, d'après la description de cet attentat, si les victimes étaient ciblées, si on a tué quelqu'un de précis ou si c'était juste un message. Voilà des questions auxquelles il faudra répondre dans les prochains jours. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, on parlera de la Grèce. Les Européens sont prêts à aider le pays, oui, mais dans une certaine mesure seulement. Alors, l'Allemagne ira-t-elle jusqu'au clash ou infléchira-t-elle sa position? On pose la question dans quelques instants après un nouveau journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi ce matin. Myriam Danan, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Michael Gabé, bonjour, vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de la Grèce, des nouveaux défis de l'Europe dans quelques instants. Mais juste avant, on parle de cette journée cruciale finalement pour la Grèce. C'est aujourd'hui que le nouveau gouvernement doit dévoiler sa stratégie quant à la dette du pays. Le premier conseil des ministres doit avoir lieu donc dans la journée. Et après Alexis Tsipras, c'est le nom de Yanis Varoufakis qui fait la une des médias. C'est le nouveau ministre des Finances et c'est une figure
particulièrement connu pour son opposition très radicale à la dette et à l'austérité, bien évidemment. Alors le ton du gouvernement semble lancé. On fait le point en images avec David Klezewski. Le nouvel exécutif grec a le sourire aux lèvres, mais la tâche est lourde. Comment réduire les déficits publics sans prolonger les mesures d'austérité ? À peine nommés, les ministres se sont déjà mis en action. Les négociations ont déjà commencé et à partir de maintenant, on va se retrousser les manches et commencer à travailler. Et la cible du nouveau gouvernement, c'est l'Union européenne. Un ministère entièrement dédié aux relations économiques internationales prendra part aux négociations. Demain déjà, le président du Parlement européen Martin Schulz sera le premier dignitaire étranger à venir rencontrer le Premier ministre Alexis Tsipras à Athènes. Tout est ouvert à la discussion. L'Europe doit décider si elle veut être démocratique et si elle peut intégrer les changements démocratiques de ses États membres. Si elle ne peut pas faire ça, alors la situation est pire que ce que nous pensions. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que l'Europe est démocratique. Et une Europe démocratique se doit d'écouter le peuple quand il a parlé. En Grèce, le peuple a parlé. 2 jours seulement ont donc suffi à former le nouveau gouvernement. L'objectif de la gauche grecque portée au pouvoir est de renégocier les quelques 316 milliards d'euros de dette. L'Union européenne a conditionné 7 milliards d'euros d'aide à la mise en œuvre de certaines réformes. Mais Alexis Tsipras a déjà fait comprendre qu'il ferait tout pour ne pas se soumettre à ce genre d'ultimatum. Le risque est que les banques grecques perdent leur accès à l'argent de la Banque centrale, selon les experts. La bourse d'Athènes a chuté à l'annonce de ce gouvernement et l'obligation grecque, à 10 ans, est remontée à 9,6%. Voilà, un gouvernement contre la dette, Michael Gabé, contre l'austérité également. Alors comment ça va s'organiser tout ça ? Ça, c'est la grande question. C'est pour ça que je dis que c'est une expérience intéressante. Comment faire une politique d'expansion sans utiliser la dette, alors qu'on est incapable de générer des revenus dans son propre pays. Il y a peut-être c'est basé sur des études économiques très poussées. Le ministre des Finances grec est un universitaire reconnu, il a écrit plusieurs bouquins. C'est intéressant à voir. Personnellement, j'y crois pas. Passer des livres à l'action, c'est encore différent. Ce ministre, on le connaît pour ses mesures particulièrement anti-austérité, on vient de le dire, et on l'a entendu. Est-ce que le bras de fer avec l'Europe, il a déjà commencé ? Alors le bras de fer, oui, sauf que je pense qu'ils vont pas aller au bras de fer. C'est-à-dire toute l'idée dans cette histoire, ça va être plus un tango qu'un bras de fer. Savoir qui c'est qui va avancer, qui c'est qui va reculer, qui c'est qui va faire des concessions, faire comprendre à l'Europe que ce qui était valable il y a 3 ans parce qu'on était désespéré est plus forcément valable vu qu'on a fait des efforts, on a montré qu'on était capable d'avoir un budget à l'équilibre, etc. Après, ils ont un plan à mettre en place pour justement amener de la croissance, créer de l'emploi, ramener les investisseurs en Grèce. Une fois que ce plan il sera là, c'est-à-dire que la Banque centrale, la Troïka, sera prête à financer ou à assouplir certaines mesures si on voit que c'est pour la croissance, pour la création d'emplois et pour servir la dette, qui, on le rappelle, est quand même égale à 175% de leur PNB. Alors, c'est bien sympathique de vouloir sortir de l'Europe, etc., mais après, il faut avoir les moyens de sa politique. Alors justement, il y a un moyen pour la Grèce de s'en sortir sans les aides, le soutien de l'Union européenne ? Non, aujourd'hui, la Grèce, c'est impossible. Ils payent des taux d'intérêt, on l'a vu, à 10 ans, à 10%, quand on leur paye. Aujourd'hui, le seul bailleur de fonds officiel de la Grèce, c'est l'Europe, c'est les seuls qui sont prêts à leur prêter de l'argent. Mais encore une fois, c'est comme une banque. Quand une banque elle va pour prêter quelqu'un pour les sortir d'un problème de solvabilité, elle leur dit voilà, il y a des points à faire, on va couper les cartes de crédit, on va réduire les dépenses, on va stabiliser les entrées et après on va pouvoir réfléchir à d'autres types de crédits. Mais pour l'instant, la Grèce n'est pas encore là. C'est à elle de présenter un plan, c'est à eux de faire un vrai travail, de montrer quelque chose de cohérent, de quelque chose qui n'est pas basé sur des utopies et sur des rêves et qui va permettre à la Grèce de s'en sortir. Alors ce plan comment ? Oui Myriam, je vous en prie. Ces premières 48 heures post-élection, elles ont en tout cas montré que Tsipras, s'il est très ambitieux, il n'est certainement pas fou et que dans ses premiers discours, il a déjà assoupli le ton et il a montré qu'il n'était pas prêt à sortir de l'euro, que ce qu'il voulait obtenir c'était une renégociation de la dette, qu'il voulait une solution pour tous. On est déjà dans des discours qui sont beaucoup moins agressifs que lors des derniers meetings électoraux et on se doute bien que l'Europe aussi va essayer de venir à sa rencontre tout en essayant de ne pas donner un mauvais exemple à d'autres pays de l'Europe du Sud qui risquent de vouloir négocier
renégocier la même chose ensuite. Alors voilà, comme on dit souvent en Israël, ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas forcément de là-bas. Alors, il y en a une autre qui a assoupli sa position, c'est Angela Merkel. Elle était très très ferme au départ, prête, quasiment prête en tout cas à dire au revoir à la Grèce. Elle assouplit ses positions au fur et à mesure que le temps passe. Oui, parce qu'encore une fois, le mot qui a été dit, c'est le mot démocratie, c'est-à-dire que l'Europe est basée sur une entente de pays. On n'est pas là pour des bons élèves, des mauvais élèves. À la base, c'est un forum. À la base, c'est l'entente de bonne volonté. Donc à partir du moment où la Grèce assouplit son discours en disant on va faire des efforts, on veut présenter des réformes, c'est pas qu'on veut juste distribuer de l'argent et continuer les discours populistes qu'ils ont tenus et à la limite de la démagogie pendant leurs élections. On est prêt, on a des plans, on a des moyens, on a des idées. Là, alors à ce moment-là, encore une fois, c'est-à-dire que l'Allemagne ne veut pas la mort de la Grèce, elle n'a aucun intérêt puisqu'ils veulent se faire rembourser leurs dettes. Si quelqu'un vient et leur amène un plan qui permet à l'Allemagne de récupérer son argent plus rapidement ou de manière plus sûre, l'Allemagne sera toujours prête à écouter, encore une fois, dans les limites du raisonnable, et sans oublier qu'on n'est pas obligé. Autrement dit, sortie de la Grèce pour le moment, ça veut surtout dire que l'Allemagne aujourd'hui va perdre l'argent qu'elle a soigneusement investi dans la Grèce pour la sauver au cours de ces dernières années, qu'elle n'est pas du tout prête à le faire, et puis que la Grèce et ce parti Syriza ont également mis le doigt où ça fait mal, c'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas aujourd'hui gouvernée comme une démocratie, mais plutôt comme un espèce de monstre à deux têtes, avec un couple franco-allemand, ou même on devrait dire germano-français, avec l'Allemagne toujours et encore en tête de ligne, qui tient les cordons de la bourse, qui donne la direction de la ligne politique économique. Et ça, la Grèce ne le veut plus également et elle a peut-être le droit de l'exprimer. Alors c'est ça, tout le point, ça va obliger ou pas finalement l'Europe à faire ces réformes qui sont exigées par l'actualité. On le voit bien, des réformes notamment au niveau de l'investissement. Alors, il y a plein de réformes à faire, mais ça dépend des pays. Ça veut dire que, alors, c'est évident qu'un pays comme la Grèce aujourd'hui devrait profiter justement de l'euro qui s'est raffaibli, des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas pour se présenter comme un pôle d'attrait pour les investisseurs. Malheureusement, quand on est à l'extrême gauche, dire aux investisseurs étrangers qui vont venir chez nous qu'ils auront une exemption d'impôt, c'est complètement paradoxal par rapport au discours qu'on a eu. Mais en même temps, c'est la seule chose qui permet de sortir. On le voit comme des pays comme l'Irlande, on peut voir comme des pays comme Israël, qui ont des aides pour les investisseurs étrangers et qui fait que ça marche sur le temps. Alors c'est vrai qu'à droite, à gauche, ça peut être des criers et des abus, mais tout système peut être amené à l'abus. Maintenant, après, il y a d'autres réformes structurelles qui sont encore plus importantes. On peut penser à un pays comme la France, qui a un énorme problème au niveau de son code du travail, qui interdit la souplesse, qui interdit plein de choses, qui fait que les investisseurs n'ont pas du tout envie d'investir dans des entreprises françaises. On l'a bien vu, des ArcelorMittal, etc. Tout le monde s'en va. Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés par les syndicats, ils sont liés par un code du travail qui est ingérable. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce ministre français qui avait montré le code, un député français qui avait montré le code du travail suisse qui fait 3 pages et le code français qui pourrait caler plusieurs armoires. Donc c'est vrai, c'est tout le paradoxe. Donc c'est un pays qui est innovant, etc. Donc il y a beaucoup de réformes qui sont des réformes structurelles qui sont à faire en termes de souplesse d'emploi, en termes de capacité de mouvement, etc. En termes de souplesse dans la fiscalité aussi. Après, le dossier fiscal, oui, pour attirer aujourd'hui les investisseurs étrangers, c'est vrai qu'il faut être agressif fiscalement. Mais là, c'est peut-être un des points où l'Europe pêche le plus, c'est la difformité, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'uniformité au niveau de la fiscalité en Europe, qui fait que des entreprises européennes, il y a une espèce de guerre entre différents pays européens. On peut penser à la Belgique par rapport aux riches français. On peut penser à l'Irlande qui avait une politique au niveau des investissements étrangers plutôt souple. Le Luxembourg qui fait partie encore de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays dans l'Europe qui se font une guerre fiscale en essayant d'attirer les capitaux à coup de dumping, on va dire. Ça, c'est peut-être un des points que l'Europe devrait régler. Et ce droit du travail et ces droits sociaux, ça avait d'ailleurs été un petit peu le cheval de bataille d'Angela Merkel au moment où il avait fallu aider la Grèce, il y a eu quelques années, en imposant une réduction du nombre de jours de vacances, une augmentation du nombre d'heures de travail par semaine, etc. Pas tellement pour alourdir, encore une fois, ce qui se passait au niveau des Grecs, mais surtout pour essayer de créer un petit peu d'équité entre le niveau et le rythme de travail des Allemands, qui ont trop souvent l'impression de payer la facture pour tous les Européens, et les Grecs qui, il est vrai, à cette époque-là, travaillaient moins et prenaient
donner plus de vacances. Un mot toutefois aussi sur ce code de travail. Tsipras va avoir un petit peu plus la tâche facile que le dernier gouvernement qui devrait quand même récolter quelques lauriers parce que l'essentiel de ces réformes structurelles imposées par la Troïka, c'est le précédent gouvernement qui les a fait. Elles n'étaient pas populaires et il en a payé le prix en perdant le pouvoir. Or, Tsipras aujourd'hui, il va récolter des réformes qui sont déjà largement mises en marche. Un système extrêmement corrompu qu'il dénonce, il est vrai, mais là, le combat contre la corruption, il a déjà commencé il y a quelques années. Et en fait, son travail, son vrai travail aujourd'hui, ça va être un petit peu de distribuer des lots de consolation pour ne pas trop se contredire avec ses discours électoraux et réussir à sauver la face sans couler la graisse. Et voilà, et récolter les lauriers du précédent gouvernement. Merci beaucoup, Michael Gabé, d'avoir été avec nous. Myriam, je voulais qu'on s'attarde sur cette information. Plusieurs sénateurs du Parti démocrate qui se sont engagés hier lors du Congrès des États-Unis à ne pas voter de nouvelles sanctions contre l'Iran, en tout cas ce jusqu'au 24 mars prochain, ce qui donne au président Barack Obama une certaine marge de manœuvre pour obtenir un accord sur le nucléaire avec la République islamique. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe finalement, puisque sans le soutien des démocrates, la majorité républicaine ne peut en soi faire voter adopter une loi de nouvelles sanctions. Alors Myriam, une question, ces sanctions, en quoi elles consistaient ? Alors c'est un projet de sanctions, il faut le préciser d'abord, qui n'était pas censé être appliqué avant la prochaine échéance des négociations. La véritable problématique pour Barack Obama et la pression que ça représentait pour lui pas face au dossier nucléaire iranien, c'était que cette loi allait être discutée et votée pendant les négociations. Et c'était essentiellement contre cela qu'il voulait agir. Et ce nouveau projet de sanctions, c'est avant tout des projets de sanctions économiques et un embargo renforcé contre l'Iran. Rien de vraiment nouveau, mais un pas de plus dans un ton plus dur envers l'Iran. Et encore une fois, à contresens complètement de la politique de Barack Obama actuellement avec la République des Mollahs. Michael Gabé, d'un point de vue économique seulement, ces sanctions, elles sont de nature à durcir la position de l'Iran ou au contraire ? L'Iran est dans une position très compliquée. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu, surtout avec le pétrole qui est tombé à $60. C'est très difficile pour l'Iran. C'est évident qu'aujourd'hui, ils ne sont pas loin du point de rupture. L'inflation est galopante, la monnaie est faible. C'est un pays qui est qui a énormément de problèmes économiques. J'aurais tendance à dire que c'est dommage. C'est maintenant qu'il faut mettre le dernier coup de cravache. Malheureusement, on l'a bien vu souvent la politique de Barack Obama est plutôt coulante et plutôt conciliante avec ce genre de méga-terrorisme. Alors voilà, en tout cas, Benjamin Netanyahou va le rappeler à l'ordre, Barack Obama, dans son discours. Finalement, à quoi il va servir ce discours de Benjamin Netanyahou au Congrès américain ? Alors, il faudrait revenir sur ce revers. Pourquoi est-ce qu'il est important, ce revers ? D'abord parce que c'est un petit peu beaucoup de bons points pour Barack Obama, parce que c'est un sénateur démocrate qui était à l'origine de ce nouveau projet de sanctions qu'il voulait absolument faire voter au Congrès. C'est donc une gifle en pleine figure de Barack Obama. Et c'est ce même sénateur démocrate qui a décidé de retirer ce projet de loi, qui envoie presque une lettre d'excuse à Barack Obama, et qui lâche les Républicains. Or, les Républicains, sans le soutien de ces démocrates et l'initiateur de cette loi, ne peuvent plus faire passer un tel projet de sanctions. Alors, quel rôle a joué la visite de Barack Obama et son discours programmé au Congrès sur le nucléaire iranien ? On peut en discuter, même si il est probable aujourd'hui que ce volte-face ne soit pas uniquement motivé par l'arrivée de Benjamin Netanyahou, qui lui y croit dur comme fer que justement, c'est dans les situations les plus difficiles, au moment où même au Congrès, il semble qu'on lâche ces projets de résolution, que c'est de la responsabilité du Premier ministre israélien de venir tirer une fois de plus la sonnette d'alarme, même s'il a été extrêmement critiqué sur cette initiative. On verra en tout cas si cette sonnette d'alarme retentira. Est-ce que finalement, seule une crise dans les négociations avec Téhéran pourra pousser la République islamique à faire des compromis ? Mais là, on va rejoindre un petit peu ce que Michael Gabé disait à l'instant, à savoir que les négociations sur le nucléaire iranien, elles ont connu un petit peu une évolution, un premier signe d'assouplissement de la part des Iraniens lorsque leur économie était sur le point de s'effondrer avec une inflation galopante, des prix du pétrole qui reculaient et une économie qui finalement ne tenait plus le choc face à la situation économique mondiale et aux sanctions. Or, depuis quelques mois et depuis le début de ces discussions, on voit qu'il y a eu un recul des sanctions, un allègement de la position de la part des Occidentaux et du coup, plus aucun assouplissement, plus aucune bonne volonté de la part des Iraniens de progresser. On est dans l'impasse totale depuis le 24 novembre. Aucun analyste ne s'aventure à être très optimiste pour le 24 mars ou le 1er juillet et il semble peu probable que ces discussions avancent davantage. Alors du coup, la question de fin, est-ce que la diplomatie permettra, c'est ce que
souhaite Barack Obama, réussira à empêcher l'Iran de construire son arsenal nucléaire? La diplomatie, depuis très longtemps, a montré que sans être accompagnée de sanctions économiques ou de menaces militaires ou d'une quelconque pression ne suffisait pas, d'autant plus sur des dossiers qui empoisonnent la vie diplomatique internationale depuis plus de 20 ans ou de 30 ans. Et il est peu probable que la seule bonne volonté de Barack Obama puisse permettre un nouveau développement dans ces discussions si les sanctions ne sont pas maintenues, voire accentuées. C'est en tout cas très clairement aujourd'hui la position des affaires étrangères israéliennes. Merci beaucoup Myriam Danon, merci Michael Gavet d'avoir été en notre compagnie ce matin. On va marquer une courte pause, à suivre un nouveau journal présenté par Sarah Gaudron. Juste après, on parlera avec Maurice Ifergan de ce journal de campagne. On parlera du Likoud, on parlera également de Shaul Mofaz qui signe ses dernières heures dans la vie politique. C'est après un nouveau journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour cette deuxième heure ensemble d'informations. Avec nous sur ce plateau, Betsabé Salem. Bonjour. Bonjour Betsabé. Nathalie. Maurice Ifergan, vous nous avez rejoint. Rebonjour Maurice. Alors Betsabé, on commence avec vos 5 clics et les menaces émanant de l'organisation de l'État islamique. Oui, Daesh qui menace donc d'exécuter un deuxième otage japonais, un journaliste indépendant détenu depuis octobre et un pilote jordanien, et ce dans les 24 heures si Amman ne libère pas une djihadiste irakienne. Qui est cette femme? Elle est âgée de 44 ans. Sajida Al-Rishawi a été condamnée à mort en 2006 pour des faits de terrorisme qui remontaient à l'année d'avant. Le Guardian relève qu'elle a tenté de se faire exploser mais n'y est pas parvenue. Néanmoins, 3 attentats suicides commis notamment par son mari avaient dévasté 3 hôtels d'Amman, faisant quand même 60 morts. Alors cette vidéo, elle a été diffusée hier. CNN a notamment l'a repris sur son site, comme vous pouvez le voir. La chaîne avoue d'ailleurs ne pas pouvoir l'identifier. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit cet otage japonais, Kenji Goto, tenant la photo du pilote jordanien capturé par Daesh. Or, il y a une semaine environ, je vous rappelle que Daesh a mis ses menaces à exécution en tuant le premier des 2 otages japonais n'ayant pas reçu la rançon que le groupe réclamait. Et CNN souligne d'ailleurs que Daesh ne promet pas de libérer ces 2 otages, mais juste de les épargner, ce qui ne les empêche pas donc de servir de ces otages dans le futur. En tout cas, comme une monnaie d'échange pour l'instant, après cette demande de rançon. La dernière fois, direction Londres à présent, et on reste toujours plus ou moins dans le même registre, un musée aurait dissimulé un portrait de Mahomet. Oui, tout à fait. La presse britannique n'est pas très bavarde à ce sujet, mais l'information n'a pas échappé au quotidien français Le Monde, autant que le Albert and Victoria Museum l'a lui-même admis. Il a tenté de dissimuler le poster de Mahomet. Vous voyez cette illustration donc sur le site du Monde. Alors on peut comprendre le centre culturel, l'illustration est pour le moins taboue depuis notamment l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo, sauf qu'un spécialiste américain a trouvé la trace de ce poster iranien dans le catalogue numérique du musée, une image qui a subitement disparu de la base de données accessible en ligne. Alors l'image en question, eh bien c'est une image qui date des années 90, elle montre le prophète adolescent et avec une épaule dénudée, une image surprenante, nous dit Le Monde. D'ailleurs, le musée plaide pour une erreur honnête. Entendez, il a agi pour des raisons de sécurité. Et notez que l'Observer, qui est le partenaire du Guardian en Grande-Bretagne et qui a relaté l'histoire de ce musée, eh bien, prévient dans son article, c'est une petite légende qu'on voit écrite en gras sous la photo, eh bien, elle prévient que son article qui reproduit le dit poster contient des illustrations pouvant être jugées offensives par certains, ce qui est relativement rare dans la presse, comme quoi il n'y a pas que les musées qui commencent à avoir peur. Attention. Alors là, cette sorte de censure, on l'a vu, on l'a touché du doigt aussi en Israël, quand Charlie Hebdo, il y a eu cette vente dans les librairies Stemanski qui finalement ont été retirées et faites uniquement sur Internet. Oui. Ça a été vécu écoutez, aussi. À ce rythme-là, bientôt, on ne pourra plus lire grand-chose dans les librairies, ni même voir beaucoup de tableaux dans les musées, et non plus des statues qui pourraient être offensantes, effectivement, selon certains. Je crois que sur ces questions, il faut tenir ferme, il ne faut pas céder et rester sur ces principes de liberté et de démocratie.
Voilà, deux langues, deux visions du monde finalement qui s'affrontent. De l'art, toujours, la bande dessinée. À présent, bande dessinée qui raconte le quotidien de deux jeunes Tunisiennes en Voilà, France. une bande dessinée qui cartonne sur Internet, nous dit le site de RFI, avec plus de 270 000 fans. Son nom, Desperate Blédard, alors presque un dérivé donc de Desperate Housewives, on l'aura compris, à la sauce banlieusarde, Blédard étant des originaires de l'étranger habitant en France. Alors les Blédardes, qui sont-elles? Il s'agit de deux sœurs de 26 et 31 ans, d'origine tunisienne, nées en France et qui racontent aujourd'hui leur quotidien en banlieue. Alors Maïssa est juriste, doctorante en droit immobilier, Mayada est étudiante en école de commerce, mais avant cela, eh bien, elle raconte cette vie qui se déroule sous le coup d'œil furieux d'une mère ultra protectrice méditerranéenne. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a aussi ceux qui fâchent, les vacances au pays, les mariages arrangés, et puis bien sûr aussi la pauvreté et la discrimination. Alors avec des coups de crayon et une plume qui a séduit au-delà de la métropole, et puisque elles auraient des fans, ces deux jeunes femmes, ces deux blédardes, au-delà de la France, en Europe et même outre-Atlantique, aux États-Unis et au Canada. Qui sait, on les verra peut-être bientôt sur nos écrans, Desperate Blédard. Ça manque un peu de diversité tout de même, hein, parce qu'il n'y a pas d'asiatique et il n'y a pas de blanc. Il y a deux Tunisiennes avec un joli coup de plume. Allez, on reste en France. On quitte les histoires d'ados. On se plonge à présent dans des combines de parlementaires. Voilà, beaucoup moins banlieusards. Déjà, le Figaro lève le voile sur une combine qui ferait le bonheur de certains députés. Et oui, grâce à leur indemnité pour frais de mandat, eh bien, ils ont pu acquérir des biens et devenir propriétaires et ainsi s'enrichir. On l'aura compris, ils enrichissent leur patrimoine en se servant de leurs indemnités. Alors, ces accusations émanent notamment d'une association pour une démocratie directe, et elle vise précisément dans l'article du Figaro une bonne dizaine de députés, précisant néanmoins qu'il y en a sans doute beaucoup plus qui sont concernés, mais c'est différent, c'est difficile de comprendre comment ces députés utilisent leur indemnité. Alors pour dénoncer cette pratique, la SOS a écrit début janvier aux 577 députés, elle leur a demandé de révéler publiquement le détail de leurs dépenses effectuées en 2014 pour comprendre un petit peu plus combien ce phénomène touchait deux personnes avec des copies de justificatifs, etc. Devinez la réponse. Eh bien, il n'y a pas eu une seule réponse, Nathalie. Voilà. Ça laisse imaginer la proportion du phénomène. L'abstention. Allez, on reste en France. On parle des médecins à présent. Et puis là, on ne peut pas parler vraiment d'une combine, mais on passe dans un registre un peu plus altruiste. Les médecins qui se déshabillent pour une cause importante, le cancer. Voilà, exactement. Ça se passe à Caen, où les futurs médecins posent nus contre le cancer sur un calendrier. Alors, des étudiants qui s'étaient attaqués l'année dernière au sida. Cette année, le calendrier met en avant chaque mois un organe, en rappelant parfois des œuvres célèbres, comme ici la scène de Léonard de Vinci. Et alors, avis aux intéressés, eh bien, ce calendrier 2015 du service de copie des étudiants en profession de santé de Caen est en vente pour 5 € sur le campus et sur le site de la Corpomédecine. C'est versé à la Ligue contre le cancer. Ben voilà, on disait que ce matin, on n'allait pas être optimiste, Maurice. On l'est un petit peu avec ces actions qui mettre du baume au cœur, merci. Betsabé, vous restez avec nous parce qu'on va partir à présent pour l'Éthiopie. L'Éthiopie où se tient chaque année le Timket, c'est l'épiphanie de l'église orthodoxe éthiopienne. Alors Addis Abeba, Israël, le sud du Soudan, ici et là, cette fête, vous allez le voir, oscille entre tradition et modernité, ainsi que renouveau éthiopien qui réconcilie les Éthiopiens, les Érythréens et puis les Soudanais du Sud, un sujet signé David Gomba. C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier éthiopien. Le Timkat, qui a lieu tous les ans le 19 janvier, coïncide avec l'épiphanie, mais elle célèbre aussi le baptême de Jésus. Extrêmement coloré, c'était aussi un rendez-vous incontournable des passionnés de la photo. C'est au cours de cette fête que sont exhibés les tableaux ou les guéhèzes, des répliques des tables de la loi. Les tablettes sont la manifestation de la religion. Les tablettes représentent l'arche d'alliance de Moïse. Chaque église a sa réplique et nous serons bénis par elles quand elles sortent pour Timket chaque année. Ce sont les paroles de Dieu qui sont écrites dessus. Avec des racines remontant au IVe siècle après Jésus-Christ, l'église orthodoxe éthiopienne est considérée comme l'une des plus anciennes au monde. Le Timkat est donc une célébration millénaire. Entre tradition et modernité, la jeunesse a su allier les deux.
Ce qui a changé, ce ne sont pas les fondements du festival, mais plus des jeunes portant des couvertures. Avant, il n'y en avait pas. La façon de s'habiller. Maintenant, vous voyez plus de personnes s'habiller. Des personnes qui portent des t-shirts avec des citations de la Bible. C'est ce qui a changé. Tous les 19 janvier, le baptême du Christ n'est pas célébré seulement en Éthiopie, mais aussi au Sud-Soudan ou en Érythrée. Le rite orthodoxe éthiopien unit Érythréens et Éthiopiens, deux peuples qui se sont affrontés au cours d'une guerre d'indépendance pendant plus de 30 ans. En Israël, où réside à la fois une communauté chrétienne éthiopienne et de nombreux émigrés érythréens, le Timkat prend une dimension encore plus profonde et devient l'occasion pour ceux-ci de se retrouver et de prier ensemble. C'est sur les rives du Jourdain et en particulier à Kasser Al-Yaoud, non loin de Jéricho, où selon la tradition, Jésus-Christ aurait été baptisé. Un site sacré important qui chaque année accueille donc des célébrations religieuses et des chrétiens du monde entier qui viennent s'y faire baptiser. À quelques milliers de kilomètres de la Corne de l'Afrique, c'est donc sur les rives du Jourdain que le message prêché par Jésus d'amour envers son prochain prend un sens encore plus spirituel. Alors voilà, spiritualité, on reste dedans avec vous, Maurice Fergan, puisqu'on va parler de politique, journal de campagne à présent. On va parler de Abaïta Yehoudi, c'est pour ça que je faisais le lien avec la spiritualité, le foyer juif qui a fait un pari sportif, si j'ose dire. Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a très peu de spiritualité au sein du parti religieux sioniste. Il y a surtout des calculs électoraux. Ouais. L'enfant turbulent du parti, Naftali Bennett, qui dirige l'avenir de ce parti, a décidé finalement de nommer deux personnalités à des postes, à des places éligibles sur la liste du parti. Alors, première surprise, c'est... Alors, pas n'importe qui, choisit les pointures. C'est des grosses pointures. Première surprise, c'est le joueur de football, la vedette israélienne du foot, Eli Ohana, qui a une place réaliste dans les 10 premiers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Eli Ohana est un ancien footballeur israélien qui est aussi international. Il avait été attaquant au FC Malines en Belgique. Ohana a marqué 17 buts lors de ses 50 sélections en équipe nationale d'Israël entre 84 et 97. Alors, je ne suis pas un spécialiste du football, mais je sais qui est Ohana. C'est quelqu'un qui a eu une importance énorme dans ce pays. Sa voix est entendue. Il est sur tous les médias. C'est pas un extrémiste. Il est très populaire, c'est ça que vous êtes extrêmement populaire. C'est quelqu'un qui n'a pas des positions radicales, qui ne correspond pas non plus à la plateforme politique du foyer juif. C'est quelqu'un qui finalement est considéré comme un traditionnaliste, surtout un originaire de Jérusalem. Il a été à Beitar Jérusalem, dans l'équipe de foot de la capitale. Et aussi, il a toujours œuvré pour finalement l'entente entre juifs et arabes. C'est-à-dire qu'il a créé des écoles de foot où les jeunes juifs et les jeunes arabes, finalement, jouent ensemble. Alors donc, loin d'être extrémiste... Alors, est-ce qu'il mettra ça au service de la politique et en tout cas du parti de Naftali Bennett? On les voit tous les deux sur cette Exactement, c'est la nouvelle recrue, la vedette du parti. Donc, ça a créé beaucoup de critiques. Les anciens du parti ont critiqué Naftali Bennett pour ce type de nomination. Naftali Bennett a répondu notre objectif est d'ouvrir le parti à de nouveaux publics. Faites-moi confiance, gardez, toute proportion gardée. C'est un symbole et un symbole de la tradition d'Israël et tout. Donc en tout cas, c'est une grande personnalité particulièrement. Et deuxième surprise de Naftali Bennett, je vous ai dit, l'enfant turbulent, il a nommé également une femme, Anat Roth. Et dans une place encore éligible au parti, Anat Roth n'est personne d'autre qu'une ex-militante du parti La Paix Maintenant, Shalom Arshav, une ex-gauchiste israélienne. C'est déjà particulièrement surprenant ça aussi. Assez surprenant, qui est revenue à la religion et qui a des positions aujourd'hui de droite, mais c'est pas du goût de tout le monde au sein du parti, puisque finalement ça éloigne une rabbinite, une Judith Shilat, d'une place éligible à la place de cette ancienne gauchiste qui est maintenant sur les listes de Abaïta Yehoudi. On prend la température, Betsabé. Est-ce que ça vous fait changer d'avis sur l'opinion peut-être que vous avez sur le foyer juif? Non, mais moi je donne aucune opinion que j'ai sur aucun parti israélien. Non, mais en tout cas, est-ce que le choix de ces personnalités peut faire changer le commun des votants, comme nous le sommes? Je sais pas, je suis pas non plus analyste politique, peut-être, mais Maurice va nous le dire. C'est une stratégie qui vise effectivement à conquérir de nouveaux publics. Naftali Bennett est arrivé à la conclusion que son parti, qui avait à l'époque 5-6 mandats, avait fait le plein des voix au sein du
public national religieux. Et donc il fallait élargir. Et pour élargir, il faut des personnalités extérieures, des gens qui ont quelque chose à dire de différent et qui peuvent attirer ces populations en marge du parti en stand-by. Alors il y en a un qui ne va pas élargir ses horizons politiques. En tout cas, c'est Shaul Mofaz. On lui dit bye-bye, il termine. Il quitte la vie politique, oui. Shaul Mofaz, ex-chef d'état-major de Tsahal, ex-ministre de la Défense et qui présidait aux destinées du parti Kadima. Je pense que tout le monde a oublié qu'est-ce que c'était que le parti Kadima. On peut tomber dans l'oubli ces dernières années. On peut tomber rapidement dans l'oubli. Le parti Kadima a été créé en 2005 par Ariel Sharon, qui a quitté le Likoud avec de nombreuses personnalités de droite, notamment Tzipi Livni, qui était au Likoud et qui a quitté pour Kadima, et Ehud Olmert, des gens qui ont mené le pays, Ariel Sharon, Ehud Olmert, Tzipi Livni, qui ont créé Kadima. Kadima a eu 25 sièges à un moment. Lorsque Shaul Mofaz a pris la direction du parti, il est tombé à 2 sièges parce que finalement, il n'a pas su donner cet élan, poursuivre cet élan après la mort d'Ariel Sharon, qui était considéré comme le père spirituel de ce parti. Alors, il a eu des déboires avec Tzipi Livni. Ces derniers temps, il a essayé de négocier avec le camp sioniste, Herzog, Livni, son entrée au sein de la liste de travaillistes Atnoua. C'est Tzipi Livni qui s'y opposait. Vous comprenez pourquoi. Il voulait une place éligible. On lui avait proposé une place 26 ou 27 et qu'il ne considérait pas être très crédible. Donc, il a décidé de quitter la vie politique. Et surtout, c'est la fin du parti Kadima, la fin d'une page d'histoire d'Israël. Et voilà donc pour ce parti, on termine ce journal de campagne avec la fin aussi d'une certaine saga au sein du Likoud. Ah oui, les primaires du Likoud qui ont eu lieu, je vous le rappelle, il y a un mois, ne sont pas achevées. C'est-à-dire qu'il y a toujours une concurrence entre Avi Dirter et Tzipi Hotobeli qui sont au coude à coude. Alors la Cour suprême a ordonné aujourd'hui le décompte à nouveau des voix des 2 candidats qui sont vraiment à quelques voix près. Tout ça va finir dans la soirée puisque demain, c'est la date limite de dépôt des candidatures et on saura quelle est la composition le mot de la fin demain. Merci beaucoup Maurice d'avoir été avec nous. Betsabé, vous restez en notre compagnie puisque après un nouveau journal, on parlera lingerie. À tout de suite. Dernière partie de ce morning ce matin avec un plateau très féminin puisque nous sommes en compagnie de Laetitia Lorelli. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous. On va parler cinéma dans quelques instants. Et Betsabé Salem, vous êtes restée en notre compagnie. Alors faites pas cette tête, il n'y a pas d'homme pour parler de lingerie, mais c'est pas grave. On a un prétexte pour en parler particulièrement ce matin, un prétexte très actu puisque le salon de la lingerie vient de prendre fin et il nous a donné le ton finalement de l'année 2015. Oui, avec parmi les créateurs quand même, on salue Chantal Thomas, dont on fête les 40 ans de carrière. Chantal Thomas, qui est la première créatrice de mode, quand même, à avoir fait défiler la femme en lingerie. Voilà, ça c'est des modèles Chantal Thomas 2015, et qui a lancé la lingerie fine. C'était au début des années 70 qu'il a mise au goût du jour, puisque je vous rappelle que les années 60, c'était une lingerie finalement qui était réservée soit aux très grosses poitrines qui vraiment ne pouvaient pas s'en passer, soit elle était inutile cette lingerie. Alors dans une ITV plus pratique que esthétique. Exactement. Alors dans une ITV, dans une interview au Parisien, elle explique notamment Chantal Thomas que cette lingerie c'est aujourd'hui démocratisé, c'est aujourd'hui pour tout le monde et bien sûr il y en a surtout pour tous les goûts. On montre en plus sa lingerie de plus en plus. Regardez les plateaux télé. Laetitia, au cinéma, dans la rue, on voit de plus en plus la lingerie des jeunes femmes, surtout des jeunes d'ailleurs, une lingerie qui s'est démocratisée aussi, puisque les hommes achètent aussi de plus en plus de lingerie pour leurs femmes, ou des femmes qui ne sont pas forcément les leurs d'ailleurs, de façon beaucoup plus ostensible, alors qu'avant ils avaient plutôt tendance à se planquer, ils ne connaissaient pas vraiment la taille, alors ils prenaient même 2-3 modèles, 2-3 tailles différentes, et maintenant Chantal Thomas nous explique que les garçons viennent ostensiblement dans les magasins se procurer de la lingerie. Et voilà, ils en connaissent de plus en plus un rayon sur la lingerie. Alors, cette année non plus, il faut le dire, c'est pas réservé qu'au gros budget. Voilà, alors c'est pas fait bien sûr de la même façon en fonction de l'argent que vous allez y mettre, mais il y a des pièces très sympas pour les petits moyens. Et sachez qu'en dépit de la crise financière, les Françaises n'ont pas limité leur budget de lingerie. Elles sont même friandes de lingerie puisqu'elles dépensent plus que les Britanniques, les Allemandes, les Italiennes ou les Espagnoles, sans doute d'ailleurs grâce aux jeunes Françaises. Et oui, les 15-24 ans dépensent en moyenne 171 € par an pour de la lingerie, contre 130 € en moyenne pour les autres.
trentenaires, réveillez-vous, j'ai envie de dire. Allez dépenser aussi. C'est en fait couper le budget du divertissement extérieur pour mettre... En fait, dans l'article, on vous explique que vous avez, à partir d'un certain âge, vous avez plus de dépenses pour les couches et autres pots de conserve. Mais ça dépend. Et voilà, c'est très très glamour ce dont vous parlez ce matin, mais vous savez. Alors, Laetitia, je ne vais pas vous demander si vous êtes très lingerie ou pas. Est-ce que vous avez suivi en tout cas ce salon de la lingerie 2015 ? Non. Non, alors justement, session de rattrapage. Séance de rattrapage. J'ai beaucoup trop de festivals et d'autres salons de cinéma à suivre, vous imaginez bien. Alors, c'est quoi la tendance cette année ? Alors, c'était, je vous le rappelle, plus ou moins épicé. L'année dernière, en 2014, c'était limite sadomaso entre menottes et culottes en forme de cage. On pourrait croire qu'on revient cette année vers du plus sobre. Peut-être qu'on va même s'ennuyer comparé à l'édition 2014. Eh bien non, pas forcément, puisque d'un côté, on a, c'est vrai, le comeback des années 90. C'est une lingerie aux airs de basique. On parle de normcore, du clean cut, c'est-à-dire sans couture, du coton, du jersey, des matières qui sont confort, que certains vont avoir peur ou certaines vont avoir peur de trouver ennuyeuses. Sauf qu'il y a aussi une autre tendance. Cette année, c'est la tendance des années 80. Ça veut dire que c'est du glamour, c'est ultra sophistiqué avec notamment des incrustations de bijoux, broderies, soie, dentelle. Autant dire que ça va plaire à certains. D'autant que, mesdames, on n'a plus beaucoup de prétextes pour réserver ces corsets et autres porte-jartelles aux occasions spéciales, puisque les modèles et les matières, les spécialistes le soulignent, sont devenus bien plus confortables. Cela dit, tout n'est pas rose non plus, puisque je vous annonce avec grand désarroi le retour du guénan et du string. Et ça, effectivement, ça va faire la grimace à certaines. Ça fait rigoler Nathalie. J'ai vu que même on pouvait porter de la lingerie la journée maintenant. Enfin, j'ai vu l'année dernière, la mode, c'était un peu de mettre ses nuisettes en robe, en fait. Voilà, exactement. On va en parler tout de suite. De faire sortir, ou en tout cas de montrer cette lingerie qu'on ne saurait voir. Est-ce qu'il y a des pièces qui surprennent ? Alors, il y a du nouveau quand même. Ce sont ces pièces soutien-gorge bustier. Si vous trouvez que ça manque un peu de féminité, sachez qu'en fait, ce soutien-gorge bustier qui va de plus apparaître dans les magasins, ça se porte aussi par-dessus. Donc là, est-ce que vous croyez qu'il n'était pas assez déshabillé ? Et je réponds à moitié à votre question. La deuxième partie de l'action va vous trouver la deuxième partie de la question, c'est Cécile Vivier-Guérin qui va y répondre. Cécile, bonjour, vous êtes directrice de marketing chez Eurovet. Eurovet, c'est la société organisatrice du Salon international de la lingerie. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors, on en parlait, la lingerie qui se laisse voir ou la lingerie qu'on met par-dessus. Est-ce que finalement, la lingerie, c'est devenu un vrai vêtement à part entière? Alors, oui, on peut dire ça. En fait, ça reste un produit intime, malgré tout, puisque on est sur le premier produit qu'on va porter, qu'on va poser sur sa peau le matin. En revanche, c'est vrai qu'on a vu que ça avait beaucoup évolué, puisque les marques parlent aujourd'hui plus de vestiaire lingerie, qui va s'apparenter donc à un vestiaire mode que de corsetterie avec l'ensemble soutien-gorge culotte. Donc elle développe elle aussi un véritable vestiaire lingerie avec des pièces un petit peu plus hybrides, un petit peu plus transverses, qui vont pouvoir se porter, ou en tout cas se porter en pièces du dessus, ou en tout cas se laisser apercevoir avec une veste ou avec un chemisier. Voilà, et on voit ces images qui surprennent Laetitia alors que vous parlez. Alors on a vu plusieurs tendances, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit choisir cette année? Le normcore ou plutôt l'ultra sophistiqué, ou sinon un savant mélange des deux finalement? Moi, je dirais plutôt un savant mélange des deux. On est face à une consommatrice de plus en plus avertie qui prône la valorisation de l'excellence, évidemment. Donc, le côté exceptionnel, le côté un peu too much de la tendance années 80, lui va bien. Néanmoins, aujourd'hui, la consommatrice souhaite des matières confortables, des matières qui vont lui faire du bien, qui vont ajouter une petite touche à son bien-être. Et donc, la partie minimaliste est tout à fait adaptée, en tout cas, à cette volonté. Mais je pense que aujourd'hui, l'objectif, ça va être de jongler entre les deux, de mixer les deux. Et ça, un petit peu comme on le voit en mode aujourd'hui, où on va aussi bien porter des pièces exceptionnelles ou des pièces beaucoup plus quotidiennes. On va vers le fast fashion comme on peut aller vers le luxe. On est sur une consommation qui est hybride, avec
ces différentes crises économiques à répétition. On est sur une société... Et voilà, mêler le sophistiqué au normal finalement, ou en tout cas au plus simple. Merci beaucoup Cécile d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors les filles, je vous ai senti particulièrement émues par ce thème, et on va changer d'ambiance si vous le voulez bien. Retour à Yafo, là où nous nous trouvons et où les locaux d'i24 News se trouvent, loin des différences culturelles, des croyances, des milieux sociaux différents. Eh bien, le théâtre rassemble, regardez. Le théâtre a toujours été un outil d'expression, de confiance en soi, d'intégration, de dialogue social et de travail d'équipe. Et pour enseigner cet art, tout en gérant les conflits, l'émotion et l'empathie, Mira Awad, chanteuse, actrice, compositrice et militante, est sans l'ombre d'un doute la personne parfaite pour le job. Je suis très heureuse de donner une chance à ces jeunes, une chance qu'ils n'auraient pas eu autrement. D'un père palestinien et d'une mère bulgare, Mira Awad, qui a grandi en Galilée dans le nord d'Israël, s'est toujours sentie comme appartenant à plusieurs mondes à la fois. La diversité de Jaffa, quartier où juifs, arabes et nouveaux immigrants de Russie et d'Éthiopie cohabitent, lui est donc familière. Les jeunes en difficulté qui bénéficient de ce parrainage ont entre 13 et 18 ans et viennent de différents milieux socio-économiques. Peu importe votre origine, la culture du théâtre, culture de la musique nous réunit. On n'utilise pas toujours des mots, on utilise nos corps, nos mouvements, nos voix. On surmonte les barrières de langage, de culture. Tout passe avec le théâtre. Selon Mira, les difficultés de la vie peuvent aussi être un cadeau pour le théâtre. Les personnes qui viennent de milieux défavorisés et qui réussissent prouvent qu'ils sont plus forts que les autres. Quand on est en compétition avec des personnes pour qui c'est plus facile, il faut être bien plus fort, plus talentueux, plus dévoué. En réussissant, ces jeunes en difficulté montrent bien qu'ils ont tout ça. Plus particulièrement dans le milieu artistique. Vous rencontrez des gens venant de différents milieux, mais l'art pousse les jeunes à se dépasser et à relever des défis. Le théâtre, situé en plein Jaffa, propose une formation intensive d'écriture, de mise en scène, de comédie, de création de costumes et de masques, ainsi que de son et de lumière. Ils sont ici pour nous apprendre. Ils sont très sérieux et ils nous donnent leur maximum. Ce projet permet à ces jeunes marginalisés d'avoir une scène pour être vus et entendus, mais aussi de s'intégrer dans la société grâce aux outils qu'ils ont reçus. C'est cool que des célébrités viennent pour nous enseigner tout ça, mais le plus important, c'est surtout qu'ils le font sincèrement. Ils nous donnent tout leur cœur. Mais pour certains de ces jeunes, la comédie signifie bien plus qu'une simple activité extrascolaire. J'ai beaucoup appris d'eux. Je peux m'en servir pour mon jeu d'acteur, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Le programme intensif dure 2 ans. Quant à son résultat, on l'observera sans doute au cinéma ou sur scène dans un futur proche. Et voilà, du théâtre, on passe à présent au cinéma avec vous, Laetitia. On parle du festival... Très loin de Jaffa. Ouais, très très loin. On part dans l'Utah, cet état des États-Unis, festival du film de Sundance. Et on finalement met le projecteur sur ces films dont on parle beaucoup. Dont on va beaucoup parler. On rappelle, Sundance, c'est un festival qui a été créé par Robert Redford pour mettre des coups de projecteur sur le cinéma indépendant, le cinéma qui a un petit peu moins de moyens que les autres. Alors chaque année, il y a vraiment des révélations à Sundance, notamment l'année dernière, c'est là qu'on a pu voir se révéler Whiplash, dont on parle beaucoup et qui est d'ailleurs nominé aux Oscars. Alors cette année, on s'intéresse un petit peu à Robert Redford, qui s'est présenté d'ailleurs à Sundance cette année de manière exceptionnelle, parce qu'en général, il laisse justement le coup de projecteur sur les films présentés et pas sur lui. Effectivement, là cette année, il est venu faire une masterclass aux côtés de George Lucas qui était présent, donc c'était assez intéressant et assez exceptionnel. Pour le coup de projecteur de ces films, j'ai quand même, j'en ai parlé un petit peu sur d'autres programmes, notamment dans Culture Mag, et là je m'intéresse un peu plus précisément à la compétition des films internationaux, puisque bien Vincent Cassel fait un retour en grand méchant et en anglais dans un film qui s'appelle Le Partisan. C'est l'arrivée d'un nouveau réalisateur à succès qui s'appelle Ariel Kleiman. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est élevé dès son plus jeune âge à devenir tueur à gages. On regarde tout de suite ces images. It's so important to cherish the things you love while you have them, and to protect them
Your beautiful mother and your brother or sister that she carries around everywhere with her. You'll have to look after them. Be the older brother, their protector, and destroy anyone who tries to do them wrong. Voilà. Betsabé, oui, pour le partisan. Non, Betsabé qui ne veut pas dire à l'antenne qu'elle est amoureuse de Vincent Cassel, mais vous pouvez le dire. Elle n'aime pas Johnny Depp, mais elle aime bien Vincent Cassel. Vincent Cassel qui est extraordinaire dans ce film et qui, c'est rigolo de voir que ces Américains, en fait, en l'occurrence, c'est Australiens, ces Anglo-Saxons, en général, quand ils prennent des acteurs étrangers, c'est francophones ou des acteurs spagnards, etc. C'est toujours des méchants. D'ailleurs, c'est le cas pour Vincent Cassel aussi, qui joue tout le temps des méchants dans les films anglophones. Mais là, on a un méchant. Un vilain, comme ils appellent les vilains, comme ils appellent ça, qui est quand même assez énigmatique et plutôt dans la douceur, la méchante douceur. Alors on amènera un petit sur le plateau, on va essayer de démêler tout ça. Alors est-ce que ce festival, c'est que du long métrage? Alors c'est pas que du long métrage, c'est aussi et principalement du documentaire cette année, puisque c'est les documentaires qui font polémique. Il y a toujours une grosse polémique dans tous les festivals du monde. Là, c'est un documentaire d'Alex Gibney qui fait polémique, ça s'appelle Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Donc, c'est-à-dire on dévoile tout, la Scientologie. Voilà. Exactement, c'est donc projeté cette année. Et ça a révélé des informations. Quand on pense Scientologie, on pense tout de suite à John Travolta et à Tom Cruise. Eh bien, ça a révélé des informations accablantes sur l'acteur américain qui est donc un fidèle adepte de cette église qui a été fondée par L. Ron Hubbard. Et on s'intéresse plus particulièrement à sa relation avec Nicole Kidman, on le rappelle, Tom Cruise, Nicole Kidman dans les années 90, c'était le couple le plus glamour d'Hollywood et il y a eu une séparation qui a fait le tour des médias. C'était un véritable raz-de-marée médiatique et bien sûr on soupçonnait la Scientologie d'avoir eu quelque chose à faire dans cette rupture. Et bien là on en sait plus. Déjà cette Scientologie était contre la relation de Tom Cruise avec l'actrice australienne puisqu'elle avait un père psychologue et ça les rend fous. La Scientologie, les psychologues, ils en ont très peur. Pendant le tournage d'Eyes Wide Shut en Angleterre, à la fin des années 90, le couple a déménagé près de Londres et Tom Cruise s'était donc éloigné de l'église, ne répondant plus du tout aux messages de ses gourous. Et donc, pour le récupérer, les dirigeants ont tout fait pour persuader Tom Cruise que cette relation était néfaste. Et ils ont demandé à Tom Cruise de placer Nicole Kidman sur écoute pour obtenir des informations qui pourraient la mettre toute la dans vérité, le boudin. Sur cette relation. Et les autres, peut-être aussi que Tom Cruise. Et puis John Travolta, celle de John Travolta. Ça met aussi en cause les relations de John Travolta avec les médias et avec des secrets qu'il aurait eu. Merci beaucoup Laetitia, à suivre donc ce festival du film de Sundance. Merci également à Betsabé Salem. C'est la fin de cette édition. À suivre un tout nouveau journal sur i24 News. On se retrouve demain matin, même heure, même chaîne.